Henri Rodier, vous publiez deux nouveaux recueils en cette année 2017, De l'absence de jour au premier contrefort de l'enfance et Le futur inversé d'une attente, c'est aux éditions Clapas. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux nouveaux recueils? Oui, donc ce sont deux recueils qui au départ n'en faisaient qu'un et que j'ai souhaité ensuite scinder en deux. De l'absence de jour au premier contrefort de l'enfance d'une part, où j'ai pu introduire des récits, des contes, ce qui m'a amené à ne pas garder trop de poèmes un petit peu abstraits et à les reprendre dans un autre recueil qui avait un beau titre, Le futur inversé d'une attente, et qui regroupe donc un certain nombre de poèmes un petit peu plus abstraits, mais sans plus, regroupés donc sous ce titre un petit peu mystérieux, Le futur inversé d'une attente. Voilà, donc ce sont deux recueils qu'il faut peut-être lire dans le sens de l'absence de jour au premier contrefort de l'enfance, et ensuite le futur inversé d'une attente, plutôt que dans l'autre sens de mon point de vue. Les deux recueils, dans la continuité d'ailleurs de ceux qui avaient pu être écrits dans d'autres recueils antérieurement, ont comme thème principal l'acte de naître. Qu'est-ce que naître en réalité? Presque avec une approche poétique bien sûr, mais si on parlait d'un point de vue philosophique, presque une approche phénoménologique. Qu'est-ce qu'apparaître? Qu'est-ce qu'exister? Et donc en arrière-fond également, cette porosité entre justement le fait d'exister, d'avoir été créé, d'être là, et puis l'inexistence, le fait que avant de naître, ben, tout simplement on n'était pas là. Et donc c'est cet échange quasiment au sens physiologique qu'abordent les deux recueils. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter de manière à créer une richesse autour poétique autour de ces deux recueils, mais le point central, c'est bien ça, l'acte de naître et les échanges, les liens entre la non-existence et l'existence. On est donc sur des recueils qui sont sur les marges, qui sont sur les limites, et qui essayent de voir ce qui est impossible à voir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on était avant de naître, de la même manière que qu'est-ce qu'on est une fois que l'on est né. Je crois que l'inexistence et le fait qu'avant de naître on n'était pas né est pour les uns et les autres une véritable ressource. Une ressource poétique déjà, mais une ressource dans la vie de tous les jours. Lorsque on parle de trouver le silence, la solitude, d'être bien avec soi-même, enfin toutes ces formulations, de mon point de vue, il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire cette nostalgie que d'autres, les Grecs, etc., ont pu décrire avec d'autres mots, de ce qui était d'avant que nous soyons là à exister. Il y a, quand je regarde un petit peu a posteriori, puisque maintenant il y a quand même plusieurs recueils derrière, c'est vrai que c'est toujours des recueils qui vont dans des endroits, appelons ça impossibles, c'est-à-dire des endroits où on est sur, pour utiliser un des mots d'un des titres, d'un des recueils, on est sur des contreforts, c'est-à-dire sur des espaces limites où on est à la recherche d'un contact avec quelque chose dont on sait au départ que de toute façon nous n'y arriverons pas. Nous serons toujours sur la crête, sur la limite de quelque chose.
Lorsque on prend le petit recueil qui est également Introduction au geste impensé d'un caillou, on est avec un caillou et quelque chose que le caillou attend, qui va être en fait à un moment donné l'apparition du vivant et à un moment donné de la pensée, de la conscience à travers les hommes. Et donc on est aussi sur quelque chose qui tourne autour de la même idée. On est également sur quelque chose que l'on retrouve dans les deux recueils qu'on est en train de voir ensemble. Dans le tout petit recueil à la source négative d'une différence, où on est à la recherche de ce qui fait les genres, c'est-à-dire la différence sexuelle qui est au cœur des deux poèmes de l'absence de jour et le futur inversé d'une attente. Donc il y a bien une thématique très présente quand on regarde un petit peu avec un petit peu de recul autour de ces nouveaux recueils. Bon, je pourrais ajouter que quand on prend le recueil Première apparition de l'herbe, on est sur l'apparaître également, on est sur l'apparaître, ce merveilleux infinitif qui a été utilisé par toute la phénoménologie, qui est donc sur les commencements. Et quand on parle de commencement, on est aussi avec le recueil de la Loire au creuset de rien, sur quelque chose qui est cette émotion, ou si on voulait pousser un petit peu plus, cette manière de ne plus être là lors d'une promenade au bord d'un fleuve qu'est la Loire, et que le titre dit bien le au creuset de rien. Bon, donc voilà, il y a bien à un moment donné, en permanence, quelque chose qui tourne autour de cette même pensée, qui est peut-être d'ailleurs tout simplement la pensée. Nous existons dans un monde où nous sommes limités par de l'espace et du temps, et où finalement, si nous n'étions pas nés, nous n'existerions pas. Voilà un petit peu dit poétiquement et non pas avec des concepts philosophiques, ce qu'il y a un petit peu dans ces recueils et dans ces deux nouveaux recueils. Alors, sur la forme, comment vous avez conçu ces deux recueils? Comment vous vous y prenez pour travailler un recueil? Je pense que c'est un travail de plusieurs années. Voilà, en fait, ces deux recueils, c'est à peu près 4 ans de travail. Il y a au départ, disons, des bribes, des petits papiers, des petites choses qui me font sentir, ou un titre tout simplement, ou un mot, qui me font sentir que tout ça peut déboucher sur un recueil. Et après, il y a toute l'aventure, qui pour le poète est la plus inquiétante en quelque part, et la plus joyeuse, d'arriver à construire un recueil. Pour ces deux recueils, par exemple, c'est passé par une phase de prose. Il y a des traces ici ou là dans les manuscrits. Et puis j'aime bien également, par le biais de revues, éditer à un moment donné mon travail alors qu'il n'est pas achevé. Donc il y a bien des traces, et des traces de prose. Et ensuite, ça devient des poèmes beaucoup plus courts, des poèmes brefs et parfois des aphorismes. Voilà. Après, ça s'inscrit dans un travail, je suis content que la question soit posée, de forme et de composition, sur quoi on me pose peu de questions et qui pour moi est le vrai artisanat poétique. Voilà. L'idée étant au départ, comme a pu le dire Philippe Jacotet, de ne pas poétiser, de faire un travail suffisamment consistant pour qu'on ne tombe pas dans la poétisation ou le sentimentalisme ou l'image débridée, poétique, etc. Bref, dans la facilité, sachant que je suis très proche cette idée est également développée par Philippe Jacotet de la responsabilité du poète lorsqu'il écrit des poèmes, à créer de la beauté, à créer de la poésie, mais à ne pas créer quelque chose qui finalement soit l'inverse de ce que l'on veut faire, c'est-à-dire résumer en un mot, poétiser.
Alors, le travail remonte assez loin, et à un moment donné, dans les textes poétiques que j'ai pu écrire, y compris de prose d'ailleurs, j'ai pris comme règle la disparition de tout ce qui est adjectif possessif ou pronom, de tout ce qui est démonstratif également, l'utilisation plutôt d'articles indéfinis aux articles définis, et plutôt également du on aux articles un, une, etc., indéfinis eux-mêmes. J'ai pris également cette règle d'arriver à articuler des formes brèves et de la prose poétique, et d'utiliser le moins possible d'adjectifs, ce qui donne quand même un texte assez compact, l'idée étant que ces poèmes pourraient être gravés sur une pierre et tenir aussi debout que la pierre, disons. Donc, loin de tout ce qui peut être un peu flottant, un peu, comment dire, sans saveur, disons, ou par excès sentimental. Je crois que la poésie est loin de ce sentimentalisme, et je crois que c'est ça. Il y a du pragmatisme, comme on peut le dire certains critiques, il y a du concret en permanence, et donc l'ensemble du texte se veut étayé par du concret, par de la réalité en termes de matière, quelque chose qui n'est pas scientifique, mais obéit à une méthode qui se veut le plus objective possible. Ça, c'est un travail dont les deux recueils ont pu bénéficier, qui est antérieur. Avec ces deux nouveaux recueils, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'introduire du récit. Ce qui n'est pas facile dans un texte poétique. Et donc, ce récit apparaît avec également, appelons des personnages, la petite fille, le grillon, la fourmi, qui, tout au long du recueil, en tout cas du premier recueil, de l'absence de jour au premier contrefort de l'enfance, viennent en permanence imager, disons-le comme ça, le recueil avec du récit. Et puis, j'ai voulu également, je crois que chez les peintres, ça a été un véritable sujet lorsque les impressionnistes se sont mis à faire des tableaux à travers la lumière. D'autres peintres venus derrière, Cézanne par exemple, ont retrouvé cette nécessité de structurer, de composer le tableau. Ben là, c'est un petit peu pareil. Je crois qu'on ne peut pas écrire un recueil avec une suite de poèmes. Il faut que ça constitue un tout que l'on appelle le recueil. Et donc il y a ce que moi j'appelle des petits poèmes cubes, peut-être influence de Reverdy, mais qui sont des tout petits récits autonomes, empreints de nostalgie, d'enfance, parfois inventés d'ailleurs, qui ne sont pas toujours des récits qui ont existé. Hein. Je pense quand on met dans un des poèmes des matelas pneumatiques sous des platanes, sous des arbres, c'est pas vrai, ça n'a pas existé, mais il me semblait que ça apportait quelque chose au poème. Donc des petits poèmes cubes qui, à un moment donné, sont synthétisés. Et donc il y a des poèmes qui récapitulent en réalité, qui reprennent les thèmes principaux de tous ces petits poèmes que j'appelle cubes, et qui les synthétisent pour aider le lecteur en réalité à s'y retrouver. Et ça donc c'est toute une ligne de force dans le recueil qui s'épanouit au fur et à mesure. À côté de cela, il y a des textes beaucoup plus abstraits qui se veulent des synthèses de ce qui sous-tend le recueil, notamment ce que nous développions antérieurement, l'existence, la non-existence, etc. Et cet ensemble fait donc un petit peu la structure et compose donc avec un rythme, avec une occupation de l'espace poétique, le recueil. Et après, c'est comme dans les films, il y a toujours des personnages secondaires ou des thèmes secondaires. Il y a donc dans le recueil également
un certain nombre de thèmes secondaires qui apparaissent, qui ne sont pas secondaires au sens qu'ils seraient moins importants que les thèmes principaux, mais qui viennent les étayer, les éclairer d'une certaine manière. Et donc il y a par exemple des thèmes comme les fractions de l'intime, avec faire sauter l'espagnolette dans un des poèmes, tout ce qui se passe autour d'une chambre où une femme est en train de faire sa toilette et où un groupe de garçons s'introduit pour jouer un petit peu les voyeurs. Voilà, donc il y a ces thèmes. Il y a des thèmes autour de tout ce qui est les préparatifs d'un accouchement, se laver les mains pour le médecin à l'époque où on accouchait à domicile et non pas dans un hôpital. Il y a des thèmes également autour de tout ce qui est, la féminité également, l'accouchement lui-même, la fissure, la cavité, la galerie, voilà, donc qui viennent à un moment donné donner des éclairages un petit peu différents et complémentaires par rapport au thème principal que j'essayais de tracer tout à l'heure. Et naturellement, une fois la structure et la composition bien établies, tout le jeu poétique consiste quasiment à l'effacer, c'est-à-dire non pas à la faire disparaître au sens qu'il n'y aurait plus cette structure comme une colonne vertébrale, mais à adoucir les bords en quelque sorte, à les moduler de telle manière qu'ils ne viennent pas constamment en rupture dans la continuité du texte, mais au contraire qu'ils viennent avec un certain nombre de courbures pour que le texte soit in fine, après tout ce travail, constitué d'un tout qui devient le recueil et qui donne toute sa force, toute son énergie au recueil, puisque la poésie, c'est quand même une question d'énergie intérieure. Ou bien il y a de l'énergie dans un recueil, et à ce moment-là, on est avec une matière poétique qui va créer de l'émotion, ou bien on est avec quelque chose qui n'a pas cette énergie, ou qui l'a moins, et à ce moment-là, il y aura beaucoup plus, ou beaucoup moins, pardon, d'émotions créées. Et quand j'utilise le mot émotion, c'est pas de l'émotion au sens sentimental du terme, c'est une force qui est autant intellectuelle, conceptuelle que poétique. La naissance fait qu'à un moment donné, on est tel qu'on va être et tel qu'on est, tant du point de vue de sa sexualité que du point de vue corporel, etc. Et on est dans la poésie, on n'est pas dans quelque chose d'établi scientifiquement. Je sais qu'il y a des philosophes qui ont pu écrire ce qui existe, existe, et ce qui n'existe pas, n'existe pas. Mais dans cet univers poétique, il y a aussi ce besoin probablement humain d'aller voir et d'essayer de toucher du doigt en quelque sorte ce qui n'a pas été. Et dans le poème, donc, ce qui n'a pas été, avec cette transformation de la petite fille qui devient celle qui n'a pas été tirée au sort, il y a un poème qui le dit comme ça, et qui donc continue à tourner dans la nébuleuse de la galaxie, et qui peut-être un jour aura son tour elle-même de venir au monde. Voilà, donc on passe d'un univers à un autre, mais c'est toute la puissance de la poésie que de pouvoir justement à un moment donné le mieux que l'on puisse faire, c'est-à-dire que tout ça est fragile, on ne peut pas le faire poétiquement en écrivant n'importe quoi ou n'importe comment, il faut le faire avec suffisamment à la fois de rigueur mais aussi de doigté, de nuance, de tendresse, etc., pour que le lecteur, à un moment donné, se trouve déplacé d'un monde à un autre. Et c'est tout l'enchantement du poème et du recueil. La réponse du grillon à la petite fille. Petite fille qui, dans des poèmes précédents, dans le recueil, indique qu'elle ne veut pas grandir. Voilà. Et donc le grillon lui répond.
Et il lui dit, un jour toi aussi, tu auras des larmes, et tu naîtras, juste ce qu'il faut pour chanter, les yeux ruisselants d'harmonie. En sortant de la vie chaque instant de silence que donne à la beauté le murmure d'un chant, ébloui, tu chanteras et tu auras des larmes. Petit Atlas, tenant la voûte du soleil sur un cil, tu porteras des montagnes de sucre, des vallées plongeant d'un rocher, des feuillages pendus aux cuillères des peupliers. Tu chanteras, petite fille, sans penser à demain, sans savoir chaque instant si la vie que tu vis existe. Il y a des chants, tu sais, dont la délicatesse demeure en deçà des mondes irréels. Et tu feras pleurer les pierres. D'un coup d'archet, l'armure fendue d'un écrin, celle plus résistante de la nature inquiète, des formules tranchantes et des falaises anapiques. Au lieu de grandir, ainsi que les enfants par devoir l'imaginent, en voyant les grandes personnes affairées gagner de l'argent, tu passeras l'habit des nuages qui passent. En sortant tout juste la tête de la galerie, sous une touffe d'un pied de chien-dent, tu chanteras de l'aube au couchant. Jamais tu ne changeras de haillons, de prairies, de refrains, de chansons. Délivré du fardeau qui pèse sur la nuque, des êtres mus par des querelles de clochers, tu chanteras à tue-tête les sources, l'attroupement des arbres, l'émoi silencieux des sous-bois. Le chant sera pour toi comme une promesse dont en naissant l'oubli de naître garde les morsures au créneau de la voix. Tu comprendras qu'il ne faut pas se rendre, que tout ce que l'on vit demeure infiniment. Comme un double de soi ne naissant jamais tout de suite, tu chanteras, petite sœur, la musique que les anges diffusent à ceux dont l'incertitude de vivre commence dès la naissance, par la présence de notre séjour. Et quand tu grandiras, cet espace au milieu de quoi, en naissant, un rien se retire, tu le retrouveras inondé de lumière. Tu le retrouveras errant aux abords de la peine, que seule l'âme d'un mendiant peut comprendre, n'ayant jamais quitté les lisières de l'ombre, qu'un grillon en chantant adoube, lorsque seul au milieu d'un champ il partage avec l'herbe un secret. Il y a aussi cette page 31, donc, où un enfant vient de naître, et c'est le garçon, donc, et le poème parle de la petite fille, donc la fille, qui elle n'est pas née, et reste donc dans ce monde immatériel, inexistant. Voilà le texte. La fille qui a perdu à la courte paille rentre chez elle par la voie lactée. Elle habite à des années-lumière de la terre, où pour vivre il faut être né. La prochaine fois, ce sera peut-être son tour de voir la lumière. En attendant, elle accompagne en pensée l'enfant qui vient tout juste de passer. Et il y a plusieurs choses dans ce poème. Donc il y a un peu l'humour, la courte paille, qui est un jeu d'enfant, très prisé. Il y a cette idée que, ben oui, elle habite à des années-lumière de la Terre, où pour vivre il faut être né. Et c'est bien une idée centrale. Il n'y a pas d'existence, c'est-à-dire de conscience pour les humains, ce qui ne veut pas dire que les animaux n'en aient pas, mais il n'y a pas de pratique des sens, du toucher, de la vue, etc., si on n'est pas né. Et puis, ben voilà, cette idée que voilà, il y aura un autre tour et qu'une fois prochaine, ce sera peut-être son tour de voir la lumière. Et on rejoint le titre de l'absence de jour. Cette idée que dans le corps de la maman, l'embryon n'y voit pas
Il ne voit avec ses sens, avec sa vue, qu'une fois qu'il est né. Et donc, cette idée que pour vivre, il faut être né, la prochaine fois, ce sera peut-être son tour de voir la lumière. Et cette idée, différente des précédentes, que n'étant pas né, elle continue à accompagner en pensée celui qui vient de naître, l'enfant qui vient tout juste de passer. Cette idée de passer, on l'utilise beaucoup pour la mort. Il vient de passer, il est passé. Là, je l'ai utilisé pour non pas la mort, mais pour la vie. C'est-à-dire de quelque chose qui est l'inexistence, eh bien, à un moment donné, en quelque sorte au compte-gouttes, au hasard, eh bien, il y a des enfants qui passent. Et passant, ils viennent au monde. Et peut-être qu'ils restent très proches de ceux qui, à cette occasion-là, c'est-à-dire le fait pour eux de naître, ne sont pas passés, et qui passeront peut-être un jour. Et donc, il y a cette porosité avec quelque chose qui n'est pas là, forcément qui n'est pas là. Le poète n'est pas complètement innocent, il n'est pas en train d'expliquer que ceux qui ne sont pas là sont là. Mais il est en train d'expliquer que pour ceux qui sont là, il y a cette nostalgie, mais qui fait partie de notre histoire, de la pensée depuis des siècles et des siècles, que finalement, étant là, on n'est pas si éloigné de ceux qui n'ont pas accédé à cette naissance, à cette possibilité de voir en conscience le monde dans lequel on est amené à vivre. Voilà, ce poème, ce qu'il essaye de dire, et qui est un poème important dans le recueil, oui, puisque on passe de l'autre côté. En tout cas, on regarde de l'autre côté. On n'y passe pas parce qu'on est incapable d'y passer. Néanmoins, le poète essaye à un moment donné d'y regarder. Alors, sa vue ne va pas bien loin. Forcément, elle ne va pas bien loin. Mais elle dit qu'il y a quelque chose là. De manière générale, dans vos recueils, les frontières entre les mondes, entre les différents règnes, sont assez poreuses. Et il y a une autre frontière que vous abordez dans ce recueil, de l'absence de jour au premier contrefort de l'enfance, c'est la frontière entre l'éveillé et le sommeil. Je crois que il y a effectivement dans le sommeil, et presque dans ce qu'on pourrait appeler le sommeil conscient des poètes, c'est-à-dire un regard tellement détourné de la vie de tous les jours, de cette vie imbibée d'action, d'actes répétitifs, quasi mécaniques. Il y a dans ce retour un peu maternel d'ailleurs, au sommeil de l'enfance et du prénatal. Il y a un très beau texte d'ailleurs de René Char où il dit que la vie prénatale devait être très douce. Je ne sais plus le texte exactement, mais devait être très douce s'il en croit le chant des grillons. Donc on retrouve le grillon. Il y a effectivement dans le sommeil quelque chose qui permet de traverser les frontières, de traverser les limites, de sortir de soi-même. Et notamment dans ce sommeil que j'essayais d'appeler conscient, en tout cas lucide, qui est celui d'artistes qui pouvaient dire, ou d'écrivains qui pouvaient dire je sors facilement de la vie, je peux sortir facilement de la vie. Et c'est là qu'à un moment donné se passent des choses
que peuvent probablement éprouver d'autres personnes que des poètes ou des artistes, des mystiques, ou tout simplement la personne qui fait une promenade et qui à un moment donné s'évade de la vie, où l'on peut toucher des choses qui frisent le sommeil, qui avait tant d'importance d'ailleurs pour les surréalistes, hein, et où on va en quelque part, on sent sommeil à un moment donné, de quelque chose qui n'est plus la réalité quotidienne, mais qui devient quelque chose qui nous introduit, qui nous fait percevoir que d'autres univers existent et que ces autres univers, il appartient au poète, pas qu'à lui, mais au poète d'aller en tout cas les repérer. Elle avait dit de ne pas avoir peur, que la fin du monde c'était chaque jour, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Les autres pouvaient dormir tranquilles. Ils n'avaient pas de soucis à se faire. Et lui, il avait entendu mourir au lieu de dormir. Il avait eu de la crainte de devoir tout quitter, comme un voleur, sans dire au revoir. Là pourtant, sous les paupières closes, une main plus douce au toucher que l'eau calme d'un bénitier repasse sans fin l'histoire sans cause d'une solitude au pli d'une robe emmêlée. Il y a donc dans ce texte cette peur de s'endormir en fait qui est tout le début de la recherche du temps perdu. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, et puis le baiser de la maman qu'on attend, qui, au moment où le sommeil va tomber, raccroche à la vie, au vivant. Donc il y a bien cette idée. Il y a bien aussi autre chose qui peut-être est assez distant de tout ce que l'on va dire, mais qui est dans ce poème. C'est que l'enfance, finalement, est une des périodes de la vie où on pense beaucoup à la mort. Et de manière inquiète. Alors je ne sais pas si d'autres dont c'est la profession, les pédopsychiatres ou autres diraient la même chose, mais en tout cas moi c'est le ressenti d'une expérience de mon enfance avec cette inquiétude-là d'être à un moment donné quelqu'un qui va quitter ce monde. Et alors il y a quelque chose d'étrange puisque on est à peine accouché, en quelque sorte, que déjà il y a cette angoisse qui est l'angoisse philosophique liée à l'existence. C'est ce que dit ce poème. Et en réalité, ceux qui l'ont commenté ne pouvant pas le savoir, ce passage-là est bien réel de mon enfance, et bien un dialogue que j'ai pu avoir avec ma maman sur le fait, cette peur de mourir. Et cette manière de rassurer avec, de la part de la maman, avec cette approche qui consiste à dire, il y a toute une masse de personnes qui à un moment donné existent et peuvent disparaître, mais toi non. Aujourd'hui, tu peux être rassuré. C'est pas ton tour. Comme dans d'autres poèmes précédents, il y avait, c'est le tour de naître et il y en a qui ne vont pas naître. Il y a là quelque chose qui est dit, oui, il y en a qui vont mourir, mais rassure-toi, c'est pas ton tour. Et l'enfant qui à ce moment-là fait une confusion et entend tu peux dormir tranquille, tu peux mourir tranquille. Donc il y a tout ça qui poétiquement ne doit pas aller plus loin que ce que j'essaye d'en dire. Il ne s'agit pas d'analyser les poèmes, hein, mais qui dit quelque chose que d'autres pourront aller chercher à leur manière, y compris ignorants
de quelle manière moi je l'ai écrit. En tout cas, le poème tient parce que à un moment donné, il y a deux verbes qui à l'infinitif sont du deuxième groupe et finissent par ir, et que donc il y a une confusion entre deux mots. Ce qui veut dire que le sommeil en tant que tel, à un moment donné, pour le moins éloigne de la vie. Il fait plus qu'éloigner de la vie, il en sort de la vie. Alors certains qui ont commenté le recueil ont pu le dire mieux que moi, mais il y a dans le sommeil une sortie de la vie. Mais cette sortie de la vie, pour le poète, elle n'est pas que un inconvénient, pour le dire comme ça. J'allais utiliser le mot, elle n'est pas que négative, mais comme le mot négatif, je l'utilise autrement et je l'utilise pour expliquer qu'il faut passer du côté négatif, je ne peux pas le réutiliser là. En tout cas, il y a dans ce sommeil, dans ce fait de dormir, forcément, à un moment donné, la possibilité d'apercevoir d'autres univers. Et c'est ça qui est important. Et peut-être que dans ces autres univers, il y a ce qui n'existe pas. Et pour quelqu'un qui existe, si dans ces univers il y a ce qui n'existe pas, il y a aussi cette angoisse d'un jour de ne plus exister. Ça devient compliqué.